Ben merci, merci à l'invitation, Local Sacco Vanzetti et à Bruxelles Antifasciste pour nous avoir fait venir ici. Alors tu nous as présenté, donc je vais en venir aux faits. Cet ouvrage, en fait, ça part d'un double constat. C'est que d'une part, la plupart des travaux qui portent sur l'extrême droite sont des travaux universitaires qui se concentrent en fait sur des points très précis. Ça va être une organisation dans un pays à une époque et qui sont assez peu accessibles en fait en termes analytiques. Et sinon, on a d'autres types de travaux qui sont plutôt des articles médiatiques, etc., qui se focalisent uniquement sur l'aspect électoral, typiquement le vote du Front National en France, tout ça, et qui du coup oublient de voir le phénomène, on va dire, dans son intégralité, qui se concentre sur l'aspect le plus visible, qui est l'aspect électoral. Donc, partant de ce constat, on a essayé de produire à la base une série d'articles qui finalement a abouti à ce bouquin quand on a eu une masse suffisante de données et de textes, qui du coup peut se lire comme un manuel avec une première partie plutôt historique que va présenter Matt et une deuxième partie un peu plus analytique par rapport à ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui avec différents niveaux d'analyse, on en reparlera, local, national, international, centré sur la France, puisque c'est là où on est actif politiquement, mais qui parle également des autres pays européens, des autres situations. L'idée étant justement de voir en fait comment définir le fascisme historiquement, comment ces définitions s'appliquent à notre époque, quelles sont éventuellement les évolutions doctrinales, etc. De ce sujet, et de parler de tous les aspects en fait de cette problématique, c'est-à-dire électoraux, les aspects de violence de rue, mais également toutes les questions qui y sont reliées, c'est-à-dire le pinkwashing, l'islamophobie, les théories du complot, l'action, on va dire, milicienne de ces organisations, leur programme économique, etc. Tout ça en le présentant de manière assez synthétique et accessible à des gens qui ne seraient pas forcément politisés, qui n'auraient pas forcément un vocabulaire militant. Donc l'introduction présente également on va dire les concepts, etc., qu'on emploie dans le livre, pour que tout le monde puisse accéder à ce bouquin, à ce travail. On a essayé de rester synthétique. Alors, bon, il y a quelques erreurs de syntaxe, de tout ça, mais en tout cas, ça fait un ouvrage qui permet d'alimenter le débat sur la question. Et je vais laisser la parole à Matt, qui va parler donc de la première partie plutôt historique de l'ouvrage. Donc salut. Du coup, la première question en fait qu'on s'est posée, parce que la problématique en fait qui fait pourquoi est-ce qu'on a écrit ça, c'est qu'on a vu que depuis 2008, depuis la crise, et notamment en France, mais je pense globalement en Europe, il y a eu une montée du fascisme, des idées fascistes, de l'extrême droite, et ça s'est vu encore récemment avec l'élection de Trump, de Bolsonaro au Brésil. Et on s'est posé la question de comment comprendre ça, pourquoi est-ce que ça intervient maintenant, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent, qui les appuie, ainsi de suite. Et en fait, on s'est rendu compte que pour analyser le phénomène de maintenant, il fallait passer par l'histoire et de poser la question de qu'est-ce que c'est le fascisme. Et qu'est-ce que c'est le fascisme, parce que soit pour certaines personnes, des historiens, ou ça c'est une spécialité de l'histoire française, ils disent le fascisme c'est quelque chose d'italien, d'allemand, mais en France il n'y avait pas de fascisme, Vichy était un peu conservateur, mais voilà. Et à l'opposé, il y en a d'autres qui vont dire le fascisme c'est quelqu'un qui a une attitude un peu autoritaire, c'est un fasciste. Et le problème c'est que les deux, on va dire les deux extrêmes en fait, ils posent problème dans le sens où soit on considère que c'est un truc qui peut plus exister, et que du coup ça banalise en fait tous les gens qui s'en réclament de nos jours, soit si tout le monde est fasciste, en fait personne n'est fasciste non plus. Donc première question, c'est celle de sa définition. Donc nous on a essayé de la poser en deux termes. La première c'est qu'est-ce que dit le fascisme, qu'est-ce qu'il dit idéologiquement, qu'est-ce que c'est son discours. Donc ça c'est la première chose. Donc en gros, on peut dire que le fascisme c'est pas une idéologie par exemple comme le marxisme où il y aurait des textes avec des références, des débats sur les textes, etc. Il n'y a pas vraiment ça. Par contre c'est plutôt une espèce de série de mythes, de récits, de leitmotifs qui vont revenir, mais en fait, ils peuvent être adaptés, ils peuvent changer selon le contexte, etc. Mais il y a un peu le même récit narratif. Et du coup, ce récit, on peut dire qu'il est composé en quatre éléments. Le premier, c'est l'idée du déclin. C'est-à-dire le fascisme, il dit la nation, la communauté, elle est menacée, parce qu'il y a un état de décrépitude, de décadence. Cet état de déclin, il est dû à un complot. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour le fascisme et l'extrême droite en général. C'est-à-dire que l'ensemble du tissu social
est menacé par le complot d'une minorité qui a le pouvoir réel et qui agit dans l'ombre. Et après, la nature de la minorité, elle varie selon les groupuscules fascistes. Ça peut être les francs-maçons, les juifs, les judéo-bolcheviques, le lobby LGBT, les communistes, enfin les antifas qui agissent avec les mondialistes. Enfin, ça varie énormément, mais c'est toujours l'idée du complot de cette minorité. Il y a l'idée que, en fait, il suffit d'éliminer cette minorité et d'éliminer l'ennemi pour arriver à restaurer l'âge d'or, c'est-à-dire il y a toujours un retour à une espèce de passé fantasmé. Donc les fascistes historiques qui voulaient un espèce de retour à un Moyen-Âge pastoral, idéal. Maintenant en France, ils veulent plutôt un retour à la République des débuts, que pourtant eux ils abhorraient, qui combattaient avant. Et pour ça, il y a la question de l'homme providentiel, un leader charismatique qui émergerait, qui va purger les agents du complot, purifier la nation, enrayer le déclin et restaurer l'âge d'or. Ça, c'est ce que dit le fascisme. Deuxième chose que dit le fascisme, c'est que tout ça, c'est possible par une vision du monde qui est basée sur le conflit, ou ce qu'on dit l'agonistique. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un nous, pour qu'il y ait une communauté, c'est pas sur des bases communes, sur les intérêts communs, la communauté se définit par rapport à l'ennemi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de nous s'il n'y a pas de eux qui est l'ennemi à combattre. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier au fascisme. Ça a été théorisé par le juriste et politiste nazi Carl Schmitt, qui dit que la base du politique, c'est l'ennemi. Et aussi, l'objectif du fascisme, donc, se définit purement par rapport au fait de combattre et d'éliminer l'ennemi. Et ça, c'est ce qui le rend particulièrement dangereux, dans le sens où son objectif final, c'est l'élimination de l'ennemi, quel que soit l'ennemi. Donc ça, c'est le discours du fascisme, mais on pense qu'il n'est pas possible de comprendre une idéologie, un phénomène historique, seulement à partir de son discours. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que le fascisme a émergé, et qu'est-ce qu'il a fait. Donc premier élément, le fascisme en Italie et en Allemagne, il émerge au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc l'Allemagne est défaite, c'est un peu la catastrophe économique. L'Italie gagne, mais elle gagne rien en fait au niveau des territoires. Il y a des grèves insurrectionnelles. En Allemagne, pareil, il y a une tentative de révolution qui est avortée. Et dans ce contexte-là, dans les deux pays, il y a des milices. Donc en Italie, c'est des squadrilles. Et en Allemagne, c'est les corps francs. Et en gros, c'est des combattants démobilisés qui sont financés par l'armée et le patronat pour s'attaquer aux grévistes, aux révolutionnaires, aux communistes, et qui globalement réussissent. Et par exemple, Rosa Luxembourg, dont on a fêté les 1 siècle de son assassinat, ainsi que son compagnon Karl Liebknecht, ont été assassinés par ces corps francs. Et en fait, de ces milices va émerger le fascisme. Donc le départ du fascisme, c'est des milices payés par le grand patronat pour combattre les révolutionnaires. Donc, et dans un contexte où en gros il y a une crise politique, ce que Hugo Paletta appelle une crise d'hégémonie, c'est-à-dire que le pays il est ingouvernable dans le sens où les révolutionnaires, il y a une forte lutte des classes, mais les révolutionnaires, la classe ouvrière, ils parviennent pas à gagner. Mais de l'autre côté, la bourgeoisie, les partis libéraux classiques, ils parviennent pas à gouverner non plus. Et à ce moment-là, les partis qui ont émergé de ces milices, donc le Parti national fasciste et le NSDAP, c'est le parti nazi, ils vont devenir un recours plausible et valable pour la classe dominante. C'est-à-dire que les élites, enfin, le terme élite, je le mets avec des guillemets, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens, les patrons de l'industrie lourde, le complexe militaro-industriel, les partis conservateurs, l'armée, à un moment, ils appellent les fascistes à diriger le pays. C'est-à-dire que contrairement à ce que... En gros, on dit deux choses sur l'arrivée au pouvoir des fascistes. C'est-à-dire qu'on dit soit qu'ils ont fait une révolution, un coup d'État, par exemple d'Italie, la marche sur Rome, soit on dit qu'ils sont arrivés au pouvoir démocratiquement, que Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. Et en fait, aucun des deux n'est vrai. C'est-à-dire que les fascistes n'ont jamais gagné les élections, n'ont jamais eu la majorité absolue. Ils n'ont pas non plus, lors de la marche sur Rome, soi-disant c'était un espèce de coup de force. En fait, ce n'était pas un coup de force, dans le sens où ils ont mimé ce coup de force, mais il y avait toute une armée très bien armée qui défendait, avec beaucoup d'armes, de soldats qui défendaient Rome. Et c'est la royauté, le grand patronat, qui dit maintenant on va mettre les fascistes à la tête de l'État. Et les troupes régulières de l'armée laissent passer les fascistes qui avaient pas de moyens pour passer. Donc c'est même le roi qui va affréter des bus et des trains pour leur permettre de rentrer dans Rome.
Et c'est pareil en 1933 en Allemagne. C'est-à-dire que alors que les nazis sont dans une période de déclin électoral, c'est les conservateurs, l'establishment, les Junkers, c'est-à-dire les propriétaires terriens, qui vont les faire venir au pouvoir. Et ça, c'est assez important pour comprendre le fascisme. Parce qu'il y a un historien qui s'appelle Paxton qui dit qu'il y a une différence entre un parti fasciste, donc ça c'est juste une série de miliciens et globalement de connards qui ont un discours fasciste, etc. Et un régime fasciste. Le régime fasciste, c'est l'alliance entre les forces conservatrices, la grande bourgeoisie d'un pays et les partis fascistes qui dirigent. Et le résultat du régime fasciste, c'est le résultat de l'alliance de ces deux forces. Ça explique aussi que très rapidement, quand les fascistes ils arrivent au pouvoir, les gens qui sont un peu anticapitalistes, c'est pas vraiment des vrais anticapitalistes, mais ils ont un discours un peu social, etc., ils sont très rapidement éliminés par la bourgeoisie. Par exemple, la nuit des longs couteaux en 1934, c'est ça, lié à ça. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir très rapidement, il y a une mise au pas autoritaire de la société, donc une interdiction des partis ouvriers, mais pas que, des syndicats, les syndicats ça devient des syndicats fascistes, persécution des opposants. Malgré un discours de compromis entre le capital et le travail, et de restauration de corporations où tout serait harmonieux, etc., il y a une politique économique qui est très fortement en faveur du patronat, baisse des salaires, des droits sociaux, écrasement des syndicats. Dans le même temps, il y a un développement d'un encadrement total de la population, donc organisation des femmes, de la jeunesse, du travail, et cet encadrement, il va aussi avec une surveillance, donc des milices, délation, répression. Il y a aussi une tentative de mettre en place un capitalisme national. Donc ça c'est intéressant de se poser cette question à une époque où on en re-entend parler de revoir un capitalisme national, Make America Great Again, etc. Et appuyer sur des grands groupes industriels, et ce qui va aussi causer des tensions internationales et au final la Seconde Guerre mondiale. Et les régimes fascistes, au bout d'un moment, au-delà de ces persécutions, ils connaissent une radicalisation, et là c'est la guerre, des massacres de masse, les déportations, le système concentrationnaire et jusqu'au génocide. Donc ça c'est la dernière étape selon Paxton du fascisme. Donc ça c'est ce que ça a été. Donc c'est important de distinguer la différence entre le discours fasciste et qu'est-ce que fait un régime fasciste. C'est pas la même chose. Et la dernière question à poser, et c'est ce que dit Paxton là encore, c'est le fascisme. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce que c'est une expérience historique délimité de 1920 à 1945, ou est-ce que ça existe encore, ça peut encore revenir? Et lui, il dit en fait que il faut pas chercher le fascisme dans les gens qui, entre guillemets, vont essayer de refaire exactement le fascisme avec des uniformes, des milices, des saluts nazis, etc. Mais plutôt ceux qui ont la capacité de s'adapter en gardant l'épine dorsale du fascisme. Il dit par exemple qu'un fascisme et qu'il y a une énorme plasticité du fascisme en tant qu'idéologie, en tant que mouvement, une capacité d'adaptation. Il dit que par exemple un fascisme authentique aux États-Unis serait pieux et anti-noir. En Europe occidentale, un fascisme authentique serait laïque et anti-musulman. En Europe de l'Est, il serait religieux et slavophile, et que le décor du fascisme dépend de la culture locale. Et du coup, que c'est plus intéressant de porter attention aux fonctions qui sont remplies par ces mouvements que de chercher exactement le copier-coller de ce qui s'est passé dans les années 20 et 30 en Allemagne et en Italie. Et lui, il pose la question pour savoir si un mouvement est fasciste ou pas. Est-ce que c'est des mouvements qui promettent de redonner de l'unité, de l'énergie, de la pureté à une communauté menacée par la décadence et l'humiliation? Est-ce qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour tenir cette promesse? Est-ce qu'ils sont sur des tactiques de mobilisation populaire? Et en fait, quand on pose la question du fascisme comme ça, on se rend compte qu'il y a énormément de mouvements, groupuscules, polémistes, discours de nos jours en France et en Europe qui s'inscrivent dans cette lignée. Je vais repasser la parole à Seb qui va parler des questions d'actualité qu'on s'était posées. Voilà, donc en fait, pour essayer d'y voir plus clair, nous on a dressé deux grandes catégories, en fait, deux grands pôles, on va dire, dans lesquels s'inscrivent ces organisations. D'un côté, on a des petits groupuscules, je dis groupuscules parce qu'en général leur audience est assez faible, qui vont en fait cultiver justement une filiation avec le fascisme historique. Je peux penser par exemple en Belgique, typiquement ce serait Nation, enfin dans certaines de ses représentations. En France, ce serait le GUD, l'Action française, etc. Donc des groupes qui se permettent d'être violents, d'occuper la rue, d'utiliser une imagerie fasciste.
Et de l'autre côté, on a des grands partis électoraux xénophobes, souvent justement plus mobilisés par la question de l'islamophobie et du souverainisme, et qui, eux, au contraire, on va dire, renouvellent leur communication politique, se débarrassent des symboles historiques du fascisme, et essaient justement de s'inscrire dans le jeu parlementaire, démocratique, etc. Typiquement le Front National en France, et ses homologues en Autriche, aux Pays-Bas ou en Italie. Alors, en fait, est-ce que ces organisations sont opposées? C'est ce qu'elles essaient de faire croire. Pour autant, nous, notre opinion, notre analyse, c'est qu'elles sont en fait complémentaires. C'est-à-dire que d'un côté, les petits groupuscules de rue ont besoin d'avoir une sorte de parapluie électoral large pour justement avoir une vague de sympathie pour leurs actions de rue. Et en même temps, ils ont besoin d'un débouché électoral pour leur cadre, c'est-à-dire qu'à un moment, bon, ça ne paye pas en soi d'être dans l'activisme, donc ils ont besoin de faire carrière après. Et d'un autre côté, les grands partis d'extrême droite xénophobes ont besoin d'avoir des organisations capables d'assurer leur service d'ordre, de former leurs cadres et d'occuper une place plus violente que eux ne peuvent pas assumer. Typiquement, le Front National va laisser des groupuscules commettre des agressions et dire bon, c'est pas nous, mais ces gens peut-être qui sont légitimes, on peut comprendre leur colère, etc. C'est le cas par exemple des milices anti-migrants à Calais ou comme ça. D'autre part, on s'est rendu compte que un des fondements, on va dire, idéologiques du fascisme historique, c'est l'épuration du prolétariat, c'est-à-dire considérer que dans le prolétariat, dans la partie de la population qui vide sa force de travail et qui est majoritaire, il y a une partie qui serait en trop et qu'il faudrait supprimer, purger en fait, pour renouveler la nation et lui faire retrouver un âge d'or, comme ça a été dit par Matt avant. Et à l'heure actuelle, en fait, cette question est liée à la question de la crise économique. Typiquement, en France, pour reprendre l'exemple français, à partir des années 70, avec la création du Front National, on a un théoricien, François Duprat, qui impose le slogan qui dit 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Et ça permet de lier la question économique à la question identitaire, raciste, etc. Et du coup, d'esquiver, on va dire, le discours le plus ouvertement revanchard, raciste, et aussi de saper les fondements du mouvement ouvrier qui, à la base, c'était la gauche qui parlait de ces questions de chômage, etc. Et donc d'amener ces questions économiques dans le discours du fascisme, ou en tout cas de ramener le discours du fascisme à des considérations économiques, comme ça pouvait être le cas dans les années 20, et donc de répondre aussi à des inquiétudes propagées par la crise à partir de 2008. Il y a également des éléments de nouveauté particulièrement portés par les grands partis d'extrême droite xénophobes. Alors c'est l'imposition de l'islamophobie comme thématique, on va dire, mobilisatrice, etc., qu'on retrouve même dans des partis de la droite conservatrice, voire même de la gauche souverainiste, avec justement un nouvel ennemi à abattre qui serait justement l'islamisme dans nos sociétés. On retrouve également des partis d'extrême droite, plus minoritaires souvent, mais encore très importantes, qui au contraire se focalisent plutôt sur l'antisémitisme. Alors, les deux sont en concurrence, mais finissent par appeler souvent à défendre les mêmes partis. Typiquement, que ce soit la LDJ d'un côté et les Soraliens de l'autre, en France, ils appellent tous à voter pour le Front National à la fin. Et également, on a une extrême droite qui utilise par exemple une stratégie qui est le pinkwashing, c'est-à-dire qu'elle va se présenter comme garante de traditions laïcistes, enfin laïques, etc., de défense des droits des femmes, voire de défense des LGBT, contre le nouveau péril, les barbares, que serait l'islam. Et du coup, ça permet en fait justement de se réapproprier des sortes de pseudo-acquis d'une civilisation occidentale, etc., qui sont contradictoires avec le discours en même temps qui est promu par rapport à la famille, qui est très réactionnaire de ces partis-là. On s'est intéressé également pour comprendre l'extrême droite, pas seulement à ses questions idéologiques, mais à son implantation. Alors souvent l'extrême droite est analysée à travers le prisme national, c'est-à-dire quels sont les scores réalisés au niveau national, quelles sont les organisations dans un pays. On s'est intéressé à deux autres échelons en fait. Le premier c'est l'échelon régional, c'est-à-dire comment dans une région, dans une ville, voire dans un quartier en fait l'extrême droite s'implante, avec des exemples très différents. Ça va être à Béziers dans le sud de la France où le maire de Ménard est lié justement à l'extrême droite radicale et lui offre des salles, permet à cette extrême droite de se développer et reprendre des thématiques identitaires pour mobiliser. Ça va être dans des quartiers comme à Nice ou dans le Vieux-Lyon, où justement il y a des milices qui occupent des fonctions en fait, de parapolice pour agresser les militants, les réfugiés, etc. Et ça va être également des choses plus localisées, et plus, on va dire, moins durables également en termes de temporalité. Des milices anti-migrants comme à Calais, des milices anti-zadistes comme ça a été le cas à Siemens, etc., qui vont du coup s'en prendre à une lutte sociale ou à une population à un moment, qui vont également casser des grèves. On l'a même vu à Montpellier avec l'attaque de la fac de droit.
En plus de ça, on s'est intéressé à l'échelon international. Alors, quels sont les liens justement internationaux de ces partis? On s'est rendu compte que souvent, en fait, ils essaient justement de réaliser des alliances. Ça a été rappelé justement par le camarade qui nous a présenté au niveau européen avec l'Alliance pour la paix et les libertés. Et également, il y a d'autres groupuscules qui tentent de créer des réseaux. Alors, ça fonctionne plus ou moins, mais il y a une volonté de dépasser les frontières nationales et de lutter en fait au-delà des différences, des contingences locales, pour imposer des nouvelles thématiques au niveau européen. Et à ce niveau-là, l'extrême droite a été plutôt, on va dire, enfin occidentaliste, voire pro-américaine pour certaines organisations jusqu'à la fin de la guerre froide. Et maintenant, justement, avec les évolutions depuis les années 90, on se rend compte que c'est plutôt la Russie qui marque des points en finançant et soutenant différents partis d'extrême droite. Par exemple, en France, le Front National est assez pro-russe, et il y a d'autres organisations qui sont assez pro-russes. Ce n'est pas hégémonique dans l'extrême droite, mais en tout cas, là, on voit que justement des organisations ont des bénéfices de soutien internationaux qui sont conséquents et qui aussi agissent dans leur discours, puisqu'ils vont finir par défendre des positions particulières, justement, et mettre en avant un impérialisme contre un autre, en l'occurrence plutôt russe, plutôt américain ou plutôt français. Et je vais repasser la parole justement à Matt qui va parler du danger fasciste à l'heure actuelle. Du coup, la question aussi d'écrire un bouquin là-dessus, c'est de le faire par rapport à des questions concrètes. Et la question, c'est de savoir quel est le danger posé par les groupes fascistes en France et en Europe maintenant. Donc pour l'instant, ils ne sont pas arrivés au pouvoir purement seuls, à part peut-être au Brésil, mais ça commence, hein, on le voit en... Hein? En Hongrie, ils sont déjà au pouvoir. Oui, pardon. En Hongrie, ils sont en alliance avec Orban. Orban, Oui. carrément, c'est Oui. peut-être pas fasciste, mais fasciste. Mais on n'est pas les fascistes, oui, oui. Parce que ils ont changé la loi électorale, ils ont Oui. gagné comme ça. Mm. Non, oui, je suis d'accord, mais c'est pas. Moi, je pense, enfin, peut-être que je suis pas spécialiste de la Hongrie, mais j'allais dire justement qu'en Europe, il y a des espèces de régimes hybrides qui commencent à apparaître, que ce soit la Pologne, la Hongrie, mais aussi en Autriche ou en Italie, où ils sont en pouvoir avec des espèces de coalitions, mais qu'en Europe occidentale, sans même arriver au pouvoir, ils ont déjà la capacité d'exercer une assez forte influence. Donc, en France, bon, je vais pas. C'est au niveau électoral, ils font des très forts scores. Et ils arrivent à faire perdre ou gagner les élections présidentielles. Même s'ils n'arrivent pas à les gagner eux-mêmes, ils déterminent qui c'est qui gagne ou pas. Que ce soit par exemple en 2002, comme Le Pen était au second tour, en fait, Jospin n'a pas été élu, ça a été Chirac. En 2007, Sarkozy, il a piqué toutes les idées du Front National, il a volé la moitié des voix du Front National, il s'est fait élire grâce à ça. Plus récemment, en 2017, avec Macron, Macron était sûr d'être élu à partir du moment où il est arrivé au second tour. Comme il était face à Marine Le Pen, quelle que soit sa personnalité ou son programme, il était sûr d'être élu. Et il a joué là-dessus, et ça explique aussi la situation politique en France maintenant. Le deuxième élément où l'extrême droite arrive à être très puissante, c'est qu'elle a une tentative de gagner ce qu'on appelle l'hégémonie idéologique. C'est que quand bien même elle n'arrive pas au pouvoir, elle va essayer de faire en sorte que sur certains thèmes, ça soit ses options et ses manières de voir qui soient reprises par tout le monde politiquement. Et par exemple, sur l'immigration, c'est assez flagrant. Tout le monde maintenant, par exemple dans l'espace politique français, dit non, on ne peut pas accueillir plus d'immigrés, il faut expulser, les immigrés sont potentiellement un danger, la guerre contre le terrorisme, une guerre civilisationnelle, la France est en guerre, etc. C'est des choses, et je pense qu'en Belgique, je connais beaucoup moins la situation politique, mais je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver pas mal. L'idée de concevoir les différentes populations comme appartenant à des ensembles civilisationnels différents, en ayant par exemple les musulmans qui seraient un espèce de bloc homogène, alors qu'on parle d'1,5 milliard de personnes qui vivent sur 3 continents différents et qui seraient en gros l'ennemi. C'est ce qui était pas mal mis en avant sous le gouvernement Valls par exemple. Donc où l'idée, tous les trucs sur les assistés, et de dire il y a les assistés, il faut les remettre au travail, c'est des parasites, etc. L'extrême droite est un très fort vecteur de ce type de discours, même si les libéraux les ont aussi.
Donc ils arrivent vraiment à avoir une vraie influence idéologique. Et par exemple, sur le maintien de l'ordre sur les gilets jaunes, on a la police française qui tire au hasard dans la foule à la tête avec des flashballs ou des LBD. C'est des politiques de terreur et c'est le genre de chose qui est possible parce qu'il y a entre guillemets une certaine hégémonie idéologique acquise par l'extrême droite aussi. Ça, c'est l'hypothèse qu'on fait. Et le troisième truc d'influence de l'extrême droite, c'est qu'elle a une capacité à influencer aussi les lois et les politiques publiques qui sont passées. Et là, bon, là, je suis désolé, on l'a pas fait pour la Belgique, où la situation est peut-être un peu différente, mais on l'a fait pour la France. On a vu le programme du Front National en 2002, donc et c'était pas le Front National dédiabolisé, etc. C'était vraiment pur et dur, fascisant. Et en fait, la moitié de ce qu'ils proposaient en 2002, en 2017, a été réalisé. Donc au niveau sécuritaire, c'est la génération... durcissement des peines, généralisation de la comparution immédiate, donc c'est des jugements très expéditifs. La facilitation des contrôles d'identité, des peines planchées, création de places de prison, ça a été mis en place dans les 15 années qui ont suivi sous Chirac, Sarkozy et Hollande. Il y a aussi les lois sur le voile dans l'éducation nationale qui sont mises en place en 2004 sous Chirac et l'interdiction du voile intégral en 2010 sous Sarkozy qui figurent dans le programme du Front National. Dans l'éducation nationale, on a aussi la même chose. On a le retour des leçons de morale à l'école. Donc ça a été mis en place par la gauche en 2015. De même que les enseignements qui valorisent l'identité nationale que la droite essaye de mettre en place mais n'arrive pas à mettre en place. L'autonomie des universités aussi, qui est appliquée en 2007 par Sarkozy, figure dans le programme du Front National. La manière dont les immigrés sans papier sont traités, de même, augmentation des rafles, augmentation des expulsions, ça figurait dans le programme du Front National de 2002. Et tout ce qui a été état d'urgence et déchéance de nationalité, c'était aussi des choses qui figuraient dans le programme du Front National et qu'un gouvernement de gauche a tenté de mettre en place. Ce qui tend à montrer que, sans même parvenir au pouvoir, l'extrême droite a la capacité de, entre guillemets, fasciser les politiques publiques en France et, je le pense, plus largement en Europe. Et ça pose la question aussi de comment la combattre. Et nous, après, on ne va pas rentrer dans dialogue, d'histoire, du mouvement antifasciste, etc. Mais il y a 3 points qui nous semblent exemplaires. La première, c'est que l'extrême droite, ils ont une volonté, même si les grands partis ne le font pas, il y a toujours une volonté milicienne, c'est-à-dire de créer des bandes, faire des agressions de personnes issues de l'immigration, de couples mixtes, de leurs ennemis politiques qui perçoivent comme les antifas, les communistes, ainsi de suite. Et ça, la première chose, c'est d'empêcher l'extrême droite d'occuper la rue. Leur empêcher de tenir des lieux, de commettre des agressions, de faire des manifestations. Donc ça, on pense que c'est la première dimension de l'antifascisme, c'est de les empêcher de s'exprimer dans la rue. Non pas parce qu'on est contre la liberté d'expression et contre la liberté, mais parce qu'ils sont une menace justement pour les libertés. Le deuxième niveau, c'est que il ne suffit pas, à notre sens, de s'affronter avec les groupuscules de rue, etc., mais aussi il y a la question de l'hégémonie idéologique. C'est par exemple sur les réseaux sociaux. Vous allez voir sur Internet, il va y avoir des fake news, des montages, des espèces d'argumentaires, etc., qui vont toucher bien plus largement que les militants d'extrême droite, mais plein de membres des classes populaires. Et justement, on pense qu'il est très important de contrer cette influence par un travail idéologique, par un travail d'explication, de démontage de ces argumentaires aussi. Et le troisième niveau aussi, c'est que nous, on a fait l'expérience suite aux attentats en 2015 en France, où il y a eu passage à l'état d'urgence, plus ou moins mise en place de police politique, interdiction, assignation à résidence, interdiction de manifester, etc. Passage plus ou moins à un régime semi-autoritaire. Et on s'est dit, c'est fini pour nous. On va passer assez rapidement au fascisme. Mais en fait, ce qui a donné un peu un coup d'arrêt à ce processus de fascisation, sans l'arrêter tout court, ça a été le mouvement de lutte contre la loi travail, qui est un mouvement où l'ensemble de la population a pu combattre pour les droits sociaux dans une perspective de lutte des classes et s'unifier par rapport à ça. Et on pense que c'est l'insertion des antifascistes dans les luttes sociales, dans les luttes de classe, et de gagner ces luttes-là, en fait, qui font reculer aussi le processus de fascisation et d'avancement de l'extrême droite.
Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ça. Juste un dernier point, du coup on termine en fait le livre par quelques considérations sur l'antifascisme. Alors notre but, comme tu l'as dit, n'est pas de donner clé en main une lecture de l'antifascisme historiquement ou actuellement. On pense seulement qu'il y a deux écueils, on va dire, qu'il convient d'éviter. Le premier, le moins important, c'est justement l'aspect, on va dire, groupusculaire que peut prendre l'antifascisme quand il se concentre en fait sur des aspects de mode, culturel, etc. et il se marginalise lui-même. Et l'autre écueil qui est beaucoup plus dangereux, on va dire, c'est le fait de se mettre à la remorque de partis réformistes, de la gauche, de gouvernement, etc., en acceptant d'entrer dans des alliances larges. Puisque finalement, comme ça a été dit, ce sont des partis qui vont finir par appliquer les mêmes politiques que l'extrême droite, en se laissant influencer, ou qui vont finir par trahir les révolutionnaires, souvent les deux. Et du coup, il est non seulement contre-productif, mais même dangereux en fait, de penser pouvoir s'allier avec des forces qui nous sont opposés en tout, et au contraire, il faut créer un antifascisme massif, populaire, mais extérieur à ces forces politiques. Voilà, et puis à partir de maintenant, si vous avez des questions, réflexions, des choses que vous voulez dire, merci beaucoup.